Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Donc, bienvenue dans cet épisode du jour où je reçois Laura et où Laura va nous parler de son parcours avec la contraception, de son parcours en tant que femme et puis on va parler aussi des hormones, etc. Laura, je te remercie d'être parmi nous dans Chronique en Rose, de bien avoir voulu partager ton histoire, voulu partager ton parcours également médical, et puis également nous parler aussi un peu de ce que tu peux ressentir face à tout ça et surtout de ta présence tout simplement. Je te remercie de me recevoir, Océane. Ça me fait très plaisir. Alors, déjà, on va commencer par une question un peu soft que je pose à chacune. C'est, Laura, dis-nous qui tu es. Enchantée. Moi, je suis Laura. Je viens du sud-ouest de la France. Je suis partie il y a 2 ans vivre sur une île en Martinique et très, très belle renaissance là-bas. Ce que je fais aujourd'hui professionnellement parlant, c'est-à-dire que je coach et j'accompagne les femmes dans leur organisation de vie pour retrouver un véritable équilibre finalement entre pro et perso, parce que pour moi, on ne peut pas dissocier les deux. Et je les accompagne également dans des séances de psychologie positive, puisque je suis diplômée en psychologie positive. Et je fais également du développement personnel, du coaching de remotivation, pour les petits coups de mou, pour les gros coups de mou, enfin voilà. Donc j'accompagne les femmes, notamment entrepreneurs, puisque je suis moi-même entrepreneur. Donc voilà, c'est on va dire les femmes à qui je parle le plus, mais bon, toutes les femmes sont les bienvenues chez moi. Oui, je pense que malgré tout, on a toutes parfois besoin d'un petit rappel d'organisation pour équilibrer nos vies. Tout à fait, c'est obligatoire. Je pense qu'au début, j'avais fait mes accompagnements sans ça. Et en fait, j'ai revu parce que je me dis: «Non, en fait, on ne peut pas travailler sur soi si on n'a pas une organisation en amont pour pouvoir prendre le temps de le faire». Donc ça, c'était obligatoire de passer par un coaching d'orga avant de commencer tout travail. Je comprends totalement. Alors, petite question, est-ce que donc aujourd'hui notre interview va être basée un peu sur voilà les hormones, la contraception, sur ton parcours avec tout ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours avec la contraception, au sens général? Quand as-tu commencé à utiliser la pilule, le stérilet, ou une autre contraception, hein, évidemment, il n'y a pas que la pilule, le stérilet et l'implant. Et qu'est-ce qui avait motivé ton choix à l'époque? Alors, au tout début, donc j'ai commencé moi à prendre ma pilule, donc j'ai commencé par la pilule en termes de contraceptif, heu, vers 18 ans passés, même presque 19 parce que j'ai eu mes premiers rapports, tard et mon premier copain tard, donc voilà, enfin tard, à 18 ans, donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis, dit: c'est le moment de prendre un contraceptif», surtout que, j'ai eu mes règles, sur le tard aussi vers 16 ans et demi. Donc j'avais pas eu besoin non plus, par rapport à certaines de mes amies qui prenaient, la pilule pour, se réguler. Moi, c'est vrai que j'avais pas ce problème, là, avant 16 ans et demi et après elles étaient assez réglées. Seulement j'ai quand même décidé de prendre le contraceptif parce que j'avais, un copain, donc pour limiter, les risques, même si on se protégeait, avec le préservatif. C'est vrai qu'après j'ai pris la pilule du coup, pendant, plus de 10 ans et j'ai pas pensé forcément à changer de contraceptif, pendant ces 10 ans. Ça m'allait plutôt bien, c'était, entre guillemets «facile». Heu, on prenait voilà un petit cachet le soir, et puis bon voilà, la facilité, aussi. À l'époque, moi, ma gynécologue, étant donné que j'étais jeune, m'avait proposé que la pilule, donc pas de stérilet et ni d'implant ni rien. À l'époque, voilà, c'était pilule et ensuite
voilà, j'ai décidé d'arrêter la pilule la pilule il y a plus de 4 ans et demi maintenant et je suis passée au stérilet. Entre-temps, j'ai fait une période sans contraceptif, OK. que préservatif, je veux dire, mais pas, contraceptif, hormonal, voilà. Donc 0, contraceptif. Après, je me suis remis au stérilet parce que, voilà, je voyais quelqu'un plus régulièrement et j'avais envie de «tranquillité» entre guillemets d'esprit, Mmh. dans le sens où j'en avais marre de prendre un médicament, mais c'est surtout aussi que je voulais un stérilet sans hormones, enfin un contraceptif sans hormones, puisque moi l'arrêt de la pilule a clairement été, une de mes premières renaissances, quand j'ai eu fini par, au bout de 10 ans, vivre, sans hormones. Mmh. Voilà. Je comprends totalement, cette révélation après arrêt de la pilule. Ouais. Et du coup, heu, qu'est-ce qui t'a, quel a été en fait ce changement que tu as aperçu à l'arrêt de la pilule et après à la reprise du coup du stérilet? Alors, par rapport à l'arrêt de la pilule, en réalité, pourquoi déjà je l'ai arrêté? C'est surtout parce que c'était le «dernier espoir» entre guillemets pour, retrouver ma libido, OK. parce que j'avais perdu, complètement ma libido depuis des années. Mmh. Dans ma dernière relation, donc avec mon ex, pendant des années, nous n'avons plus de rapport parce que je n'avais plus du tout de libido et c'est vrai que, c'était le dernier recours. J'avais pas forcément pensé finalement que ça pouvait venir de là. Mmh. Ou en tout cas, j'essayais tout le reste en me disant: «Bon non, c'est pas la pilule et puis voilà, on va voir tous les autres problèmes» et finalement, je me suis dit: «Bon, il reste plus que la pilule franchement pour sauver, cette partie-là de voilà, de notre couple» Mmh. et donc j'ai arrêté la pilule, je me rappelle, un 1er mai et heu et en fait, déjà au bout de 15 jours, je sais pas pourquoi, mais déjà, en fait, je me suis dit: «Mais c'est incroyable, je fais plus de cauchemars», alors que je faisais beaucoup de cauchemars, tout le OK. temps, en fait. Continuellement, je faisais des cauchemars tout le temps. Et mais bon, en fait, pour moi, c'était normal. J'étais insomniaque en plus parce que, voilà, j'étais insomniaque. Enfin, je me posais Mmh. pas de questions, enfin, voilà, je travaillais sur ça, mais finalement, comme j'avais pas véritablement le bon axe pour travailler et je savais pas que ça venait de la pilule, finalement, j'ai en arrêtant la pilule, j'ai eu, énormément de problèmes qui se sont arrêtés. Je n'avais plus de règles, au niveau des migraines. Je veux dire, j'avais plus de règles avec des migraines et cetera. OK. J'avais plus des maux de ventre. J'avais énormément, moi, de maux de ventre, tout le temps. J'ai plus mal au ventre. J'avais, plus fait de cauchemars, je dormais mieux. Je retrouvais, envie de faire des choses que j'avais, mis de côté. Voilà, j'ai ça m'a fait sortir de ma routine, j'avais l'impression d'être libérée d'une prison, mais c'était, d'une prison mentale, mais un truc, Mmh. évidemment la libido est revenue, plus tard, hein, un peu plus tard, genre au bout de 2-3 mois. Mais c'est vrai que les 2 premières semaines, en fait, déjà, ce qui m'avait choquée, c'était les cauchemars en termes de pour mes nuits. En fait, ça a été les nuits le finalement le plus gros, changement et puis après, en termes de mental, ça s'est fait, petit à petit, où je me sentais revivre, beaucoup plus joyeuse, envie de ressortir, enfin voilà, j'ai refait une nouvelle vie, complet, après, l'arrêt de la pilule. Donc pour moi, c'était: «Niet, je veux plus du tout d'hormones en moi parce que c'est quelque chose qui me correspond pas du tout». Je ne crache pas sur la pilule, peut-être pour certaines Bien à qui sûr. ça fonctionne très, très bien. Mmh. Mais moi, finalement, ça a été une révélation et ça a réglé, je pensais juste régler ma libido et ça m'a réglé une palette de problèmes. Donc non, non, j'étais, vraiment très, très contente de l'avant-après, incroyable de l'arrêt de la pilule. Et souvent, on prend la pilule, comme tu disais, par facilité, alors que, on doute pas de ce que ça peut provoquer, en fait, chez une femme, puisque, rappelons quand même que la pilule, elle est là pour régler, les règles, donc le cycle, d'une femme. Sauf que, ben, c'est pas réel, c'est quelque chose de Tout à fait. totalement chimique, c'est quelque chose qui est c'est pas normal pour le corps, hein, c'est pas nature, c'est au contraire contre nature et ça peut apporter son lot de complications. Donc, tu vois, il y a des femmes qui prennent la pilule pour arrêter des douleurs et toi, tu as pris la pilule et tu as eu des douleurs. Donc, comme quoi que parfois, il faut aussi savoir vraiment poser le pour et le contre et potentiellement demander à son gynécologue, sa sage-femme, bref, la personne qu'on va voir pour ça, une palette en fait de tous les contraceptifs qui existent et vraiment voir qu'est-ce qui est le meilleur atout pour soi parce que c'est vrai que
comme tu dis, la pilule, parfois, elle peut emmener son lot de complications. Et C'est quand on voit les effets indésirables qu'on peut toutes avoir, enfin, c'est pire qu'un dictionnaire, quoi. C'est une encyclopédie. Donc, c'est ça. ça, merci de l'avoir dit, du coup, de nous Mais avoir partagé tout ça, parce surtout, que ce qui m'a, moi, marqué, c'est que finalement, je me suis pas rendu compte, les problèmes n'arrivent pas tous d'un coup. C'est-à-dire que c'est des choses, avoir mal à la tête. Bon, tout le monde a mal à la tête, il suffit que tu sois fatigué. Bon, mal au ventre. Bon, en même temps, j'étais petite, j'avais beaucoup de stress, donc j'étais tout le temps déjà à avoir du mal au ventre. Donc voilà, je me suis dit, bon, ben, c'est la continuité, je suis stressée, point barre. Et en fait, c'est vrai que c'est le cumul finalement de problèmes sur 10 ans. Alors, je ne vais pas dire que tout s'est réglé, mais une grande, grande, grande partie, ne serait-ce que même le côté où moi j'avais quand même des gros moments de down dépressif euh, que je ne comprenais pas. Finalement, quand j'ai arrêté la pilule, je me disais, mais comment j'ai pu passer à côté de ma vie pendant 10 ans? C'est vraiment cette sensation-là que j'ai eue à la libération, à l'arrêt de la pilule. Et, euh, et encore une fois, je parle de mon expérience parce qu'il y en a peut-être certaines pour qui c'est très bien la pilule. Mais moi, je reste persuadée que c'est quand même quelque chose de chimique. Il faut se dire que c'est tout petit et c'est capable de quand même t'empêcher de tomber enceinte, de régler ton cycle naturel. Il faut savoir que tes règles, quand tu prends la pilule, c'est entre guillemets, des fausses règles. C'est-à-dire que ça évacue, parce que dans ton corps, il s'est passé quelque chose, mais ça décide de l'heure, le jour où tu dois l'évacuer. Donc, ça enlève quand même quelque chose de naturel dans ton cycle. Et je pense que, bon, plus aussi, je vais m'approcher de la trentaine. Donc, moi, j'ai arrêté, j'avais 29 ans. J'avais quand même envie aussi de me retrouver en tant que femme. J'avais l'impression que ça faisait quand même que j'avais pas grandi finalement. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est comme s'il y avait eu un moment où j'avais envie de me reconnecter un petit peu à moi, à mon corps. euh, et plus ça allait, et plus mes règles étaient en plus de plus en plus. Alors, j'avais des règles très abondantes au début, donc de 16 à 18. Après, j'ai pris la pilule, ça m'a diminué mon flux et ça allait, mais plus ça avançait. Et alors, elles n'étaient pas dérangeantes pour moi, mais par contre, c'est vrai que tout le reste était un inconfort à côté, et c'est qu'à l'arrêt de la pilule pour régler un problème qui finalement m'en a réglé 10. Donc, en soi, je me suis dit, mais j'ai pris conscience vraiment que c'était un médicament. En fait, c'est un médicament qu'on prend. C'est pas. Et après, la palette de contraceptifs, alors franchement, je les connaissais tous, puisque moi, j'avais fait mon TPE au lycée sur la contraception. Donc, j'étais calée dessus sur le sujet. Mais bon, implant, pour moi, c'est mort parce que je voulais pas avoir un truc dans le bras, ça me dégoûte. Stérilet, ben, on n'en posait pas trop aux jeunes parce que ben, ça se faisait pas, j'avais pas d'enfant, enfin bon, voilà. Et puis finalement, et puis j'avais une vieille, si je peux dire, la pauvre, une vieille gynéco, donc qui était sur les dernières années, donc elle avait sa mentalité de avant. Je veux dire, moi, dès qu'ils ont, j'ai eu une nouvelle gynéco, elle m'a proposé le stérilet, même si j'avais pas eu d'enfant, et point barre. En fait, ça a été, il n'y avait pas de questionnement. Avant, c'était de suite pilule, pilule, pilule. Déjà, il faut savoir que la pilule des années 80, c'est pas la même pilule qu'on a aujourd'hui. Elle est encore plus chimique aujourd'hui. Il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, les femmes, on la prend beaucoup plus longtemps. Quand on dit oui, c'est bien la pilule, tu l'arrêtes et puis tu peux tomber enceinte. Mais ça, en fait, le problème, c'est que ça marchait très bien la pilule avant parce qu'elle prenait la pilule que pendant 5 ans ou 3 ans. Ou voilà, elle la prenait pas souvent. On était mère vachement plus tôt. Aujourd'hui, des fois, tu te retrouves à prendre la pilule pendant 10-15 ans avant de vouloir faire des enfants. Et je pense que c'est sur le long terme un cumul d'années de chimie en nous. Je pense pas que ça soit très positif, même pour justement faire des enfants ensuite. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui, sous pilule, ont eu du mal à avoir des enfants après, parce qu'elles ont pris la pilule pendant 15 ans, alors que celles qui n'ont jamais eu de contraceptif, même si elles ont 35 ans, elles arrivent à faire des enfants plus facilement. Donc, je pense que malgré tout, il y a quand même des années après à s'en remettre un petit peu. Et plus on la prend longtemps, et je pense plus. Alors après, on est toutes différentes, hein, Bien mais sûr. moi, je trouve que l'hormone ne me convient absolument pas. Et comme tu dis, donc chacun est différente. Et de toute façon, cette chronique est vraiment là pour donner voilà, les expériences des unes et des autres et potentiellement qu'on puisse se reconnaître en ton histoire et aux histoires des différentes personnes qui interviennent dans les chroniques en rose. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que malgré tout, comme tu disais, les pilules d'aujourd'hui
ne sont pas les mêmes qu'il y a 10, 15, 20 ans et que il faut aussi se remettre aussi à la page du sens où la pilule a été inventée pour éviter de tomber enceinte, mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même, voilà, comme tu disais, un médicament. Et comme quand on prend trop de paracétamol, en fait, le corps, à un moment donné, rejette le paracétamol, mais là, en fait, le corps d'une femme, déjà, n'est pas fait pour être arrêté. Enfin, on ne se rend pas compte, mais vous verrez si c'est avant ou après cet épisode par rapport à l'interview que je vais faire avec une femme qui va nous parler du cycle. Mais le cycle est très important et le corps d'une femme, il n'est pas fait pour être arrêté de saigner comme on peut le faire parce que c'est vraiment nous qui gérons. Parce que, par exemple, j'ai des amies qui, elles prenaient la pilule et puis elles auraient dû l'arrêter. Et puis en fait, parce qu'il y avait un anniversaire ou un mariage ou des vacances, elles l'ont continué. Je l'ai fait, hein. Je peux être coupable, hein. On l'a toutes fait, je pense, au moins une fois, par facilité. Hein. Exactement. Et est-ce que c'est une bonne chose? Absolument pas. Parce qu'en plus, on repousse encore le fait d'avoir nos règles. Alors déjà qu'elles ne sont pas réelles, elles sont voilà, chimiques et qu'en plus, on les continue, ce n'est pas une bonne chose. Donc après, comme tu dis, voilà, chacun, peut-être qu'il y a des personnes, ça leur convient très bien. Mais voilà, il faut aussi savoir avoir en connaissance les causes, les conséquences et les causes qu'on peut avoir plus tard, potentiellement. Potentiellement, il n'y aura rien. Et tant mieux. C'est ce que je souhaite à toutes les femmes. Hein. Mais potentiellement, il peut y avoir des risques et il faut aussi savoir en parler aux professionnels de santé adéquats, bien sûr, et être totalement honnête avec voilà, son gynéco, sa sage-femme, son médecin, parce que c'est très, très important de ne pas rester dans un mal-être. Surtout comme toi, quand on cumule, même si c'est pas, comme tu disais, tout en même temps, parfois c'est lié et on s'en rend même pas compte, mais le fait d'en parler peut arriver à certains diagnostics et du coup, comme toi, pouvoir potentiellement changer de forme de contraception. Donc, du coup, tu as arrêté la pilule et Alors, tu as repris le stérilet. Alors, j'ai arrêté la pilule et donc là, j'ai passé quasiment 1 an et demi sans contraceptif du tout. Enfin, préservatif, mais pas contraceptif, toujours pareil. Quand je parle, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément en disant que les préservatifs, c'est un contraceptif, mais c'en est un, mais on le met automatiquement. Donc après, je parle vraiment en termes de soit stérilet, soit pilule. Donc clairement, j'ai fait sans rien. Et après, j'ai mis un stérilet cuivre. Alors, j'ai commencé à mettre le stérilet cuivre, justement, parce que j'avais aussi envie, je voyais quelqu'un depuis un petit moment, donc j'avais envie d'une autre forme de sexualité. Et puis voilà, j'avais pas envie de prendre de risques, donc je préférais avoir voilà, être bien, voilà, être bien protégée. Donc, je me suis dit, mais par contre, hors de question que je reprenne la pilule, plus jamais. Donc, je vais voir ma gynéco et elle me dit, on peut mettre un stérilet. Aujourd'hui, on en fait des plus petits pour celles qui n'ont pas encore eu d'enfants, etc. Bien sûr, les stérilets ont évolué. Avant, on en mettait vraiment voilà, que si, déjà, parce qu'il porte mal son nom, donc ça faisait peur. Après, on ne le mettait pas forcément parce qu'on n'avait pas eu d'enfants. Enfin, bon, fallait attendre. Là, aujourd'hui, on en met même à des jeunes parce que, voilà, comme les pilules, il y a une multitude de pilules, il y a une multitude de stérilets. Et elle me dit, donc, soit hormonal, soit cuivre. Je lui dis, moi, les hormones, non, je veux pas. Donc, on part sur un cuivre. Elle m'a dit, par contre, attention, parce que toi qui as des règles quand même assez abondantes, dis-toi que le cuivre rend les règles voilà, encore plus abondantes. Mais on verra si tu le supportes. Et puis, rien n'est définitif. Et puis, en plus, comme elle m'a très bien expliqué, parce que c'est vrai que j'ai une gynéco assez jeune et j'aime bien sa façon de penser et d'expliquer. Elle m'a expliqué qu'une femme, toute sa vie, la pilule, peut-être que moi, ça m'allait pas. Peut-être que ça m'allait peut-être les 3 premières années. Et après, il aurait fallu que je change, être plus à l'écoute de mon corps et puis comprendre quel contraceptif me convenait à tel moment de ma vie. Selon, voilà, il y a tellement de choses qui font qu'un contraceptif peut convenir à un moment donné ou non. Donc, elle m'a dit, on teste le cuivre, etc. Et puis, tu verras. Donc, pose du stérilet. Donc déjà, je veux vraiment dire aux filles, ne paniquez pas, parce que ce n'est rien. Franchement, j'ai beaucoup d'amis qui bloquent sur ça. Et en fait, moi, au bout de 10 minutes, c'était fiesta. Hein, donc, il n'y avait pas de souci. Je suis ressortie de là. Voilà. Ah bon, ça y est, c'est fait, ok. Et je l'ai super bien supporté. J'étais trop contente, trop libérée. Enfin, vraiment. Et puis, c'est vraiment on te vend le truc en te disant, c'est bon, maintenant, tu es tranquille. Tu n'as plus à y penser, entre guillemets.
Et ça, on reviendra sur le sujet, c'est un peu l'erreur. Mais clairement, voilà, le stérilet, c'est encore plus la facilité, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de prendre ta pilule à une heure précise pour qu'elle fonctionne. Voilà, là, tu es protégé tout le temps, peu importe l'heure qu'il est, tout va bien. OK. Et donc, je pars avec mon petit stérilet cuivre. Et là, ben, il se passe 3 ans. 3 ans où je le supporte super bien, où je le sens. On sent rien ni rien, hein, c'est super. Et, mais j'avais des règles, déjà qu'elles étaient abondantes. Bon, évidemment, voilà, elles étaient abondantes, quoi. Et après, j'ai dû faire le vaccin pour pouvoir partir, le vaccin du Covid, pour pouvoir partir en Martinique quand j'ai décidé d'aller vivre là-bas. Donc, j'ai essayé de reculer un petit peu au maximum pour voir si les lois changeaient, mais bon, ça n'a pas changé, donc j'ai été obligée de pour prendre l'avion, il fallait être vacciné. Et depuis le vaccin, j'avoue que mes règles ont totalement changé. Et alors déjà, bon, après le vaccin, j'ai plus de cycle du tout pendant 2 mois. Et après, c'est revenu, mais encore plus abondant. Bon, je ne me suis pas forcément dit que c'est peut-être pas du tout ça, mais en tout cas, moi, je me repère en termes de timing que c'était après le vaccin. On ne saura jamais si c'est la cause, en tout cas, mais j'ai des règles bien, bien, bien plus abondantes. Mais c'était devenu extrêmement handicapant, plus ça allait. C'est-à-dire que moi, déjà, j'ai des règles assez longues. Elles durent entre 7 et 9 jours. Oui. Donc, c'est assez long. Et ces 7 et 9 jours, c'est de façon abondante. 2 jours avant, j'ai le petit spotting. 3 jours après, j'ai le petit spotting. Enfin, ça peut durer 15 jours l'histoire. Et puis après, tu as 15 jours de répit. Puis tu repars pour 15 jours. Enfin, donc, je ne pensais qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Donc, plus elles étaient. Et puis, je voyageais beaucoup, puisqu'après, je me suis mis dans l'entrepreneuriat. Je travaille de mon ordinateur. On a voyagé, on est parti à Bali. Donc, j'ai rencontré mon copain en Martinique et on a décidé de partir en octobre dernier à Bali. Là, j'ai pas mal fait d'avion, on a fait la Malaisie, etc. Et donc, je me suis dit que c'était, comme en plus, moi, pas de bol, à chaque fois que je prends l'avion, j'ai les règles. Je me suis dit, OK, bon, ben, vraiment, elles sont très abondantes parce qu'à chaque fois, je prends l'avion. Enfin, on se trouve toujours des excuses, en fait. Mais bon, voilà. Totalement. Et je pense que j'étais arrivée au bout de ce stérilet parce que ça m'a duré 3 ans. 3 ans très contente de ne plus me penser à ça. Mais ben, j'ai fait une fausse couche parce que je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte sous stérilet quand j'étais à Bali. Et, et donc là, ça a été ben, voilà, fin du stérilet cuivre. Et donc, est-ce que déjà il y a des questions sur cette partie? Ou tu veux que je continue directement sur... J'ai juste une question. Oui. Est-ce que quand, du coup, au niveau médical, quand tu es comme ça à l'étranger, est-ce que tu as la même prise en charge que nous en France, par exemple? Enfin, je sais qu'une femme qui va faire une fausse couche, potentiellement sous stérilet, va être très rapidement prise en charge pour éviter justement toute conséquence qui pourrait être due à une fausse couche. Est-ce que toi, à Bali, tu as pu avoir une prise en charge adéquate qui t'écoutait et qui surtout était présente pour toi et où tu n'as pas eu forcément de conséquences avec tout ça? Alors, ben, en fait, bon, moi, par mon expérience par rapport à Bali, j'ai été à l'hôpital évidemment qu'une fois que j'ai eu la fausse couche. Je n'avais pas vraiment besoin d'y aller avant. J'avais fait mon check-up chez ma gynéco avant de partir. Donc, je savais que j'étais bien. J'essaie d'y aller, moi, une fois tous les ans. Après, comme j'ai ma gynéco en France et que je vivais en Martinique, ben, c'est quand je revenais en France. Donc, bon, voilà, c'était... Mais bon, j'ai jamais eu trop de problèmes en termes de suivi. Donc, ça allait. Par contre, quand je suis arrivée effectivement à Bali et que là, ça commençait vraiment beaucoup à devenir handicapant d'avoir des règles comme ça, parce qu'elles étaient terribles, plus ça allait. Et puis bon, quand j'ai fait la fausse couche, ça a été vraiment très, 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 très abondant et pendant très longtemps. Okay. Et en fait, c'est que quand. Bon, on va parler du coup de la fausse couche pour expliquer pourquoi je parle de la santé à Bali après, du coup. Mais la prise en charge est exceptionnelle à Bali. En fait, donc on est parti en octobre. Parce que on avait envie de donner un nouvel élan à notre façon de travailler, parce qu'on était dans un projet très important, colossal, où on bossait énormément d'heures depuis quasiment 4 mois. Et en 4 mois, on avait fait le nombre d'heures d'1 an d'un salarié. Okay. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail, avec de grandes attentes sur le résultat de ce projet. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on se donnait autant et qu'on avait la motivation pour tenir. Donc, j'ai fait ça avec mon copain.
Et donc, on a décidé de partir à Bali pour se faire un réseau aussi, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient le même travail que nous. Ok. Donc, on avait envie aussi de changer d'air. Lui, il voulait quitter sa Martinique natale. Donc, il avait envie de vivre un petit peu ce que moi j'ai vécu quand je suis partie de la France, direction Martinique. Lui, il a voulu le faire ailleurs. Donc, on s'est dit, Bali, ça correspond aussi à ce qu'on avait envie de vivre à ce moment-là. Donc, on est parti à Bali. Et en arrivant là-bas, on s'est mis évidemment focus pour terminer notre projet parce qu'on avait, en plus de ça, un mois de retard sur ce qu'on avait en tête. Donc, on a dit on va lever le pied par contre, parce que moi, je commençais à être très fatiguée, j'avais des alertes un petit peu. Et puis, par expérience, je sais qu'il faut commencer à écouter un peu son corps, même si voilà, je suis un peu je prône ça et puis je suis un peu la dernière à le faire, mais en tout cas maintenant, plus maintenant, depuis que j'ai vécu ma fausse couche, mais on va dire que les messages, là, je les voyais, mais je leur disais, oui, bon, attends, 2 secondes, j'ai encore la motive, j'ai encore la motive. Et puis finalement, on a énormément travaillé quand même à Bali, beaucoup moins, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 19 heures, on faisait que 12 heures par jour, mais bon, ça reste 12 heures par jour. Et puis le 31 décembre, je dis à mon chéri, donc en fait, on est parti, parce qu'à Bali, il faut savoir que les visas durent 2 mois. Donc, Ok. au bout de 2 mois, donc octobre, novembre, on est parti début décembre, on est parti en Malaisie, donc à Kuala Lumpur, euh, juste avant Noël. Et comme ça, après, on est revenu pour Noël, jour de l'an, et on comptait rester, partir après au Laos, au Vietnam. Enfin, on avait tout un projet sur l'Asie. Et donc, on attendait de terminer notre projet pro pour décembre. En fait, on s'était dit, allez, on finit la fin de décembre, on finit ce projet. Donc, on avait quand même une deadline, un petit stress, mais bon, voilà, on avançait, on se mettait moins la pression parce qu'on avait déjà eu, moi j'avais eu une petite alerte quand même en Martinique où j'avais fait un coup de grosse déprime. Forcément, j'avais perdu tout mon équilibre parce que je ne gardais que mon travail et que le reste, j'avais dit non, je m'en occupe plus. Et c'est vrai que ça m'a coûté de grosses fatigues et de déprime. Et puis, arrivé au 31 décembre, dans la nuit, je dis à mon chéri, bon, écoute, franchement, on va rentrer en France parce que j'en ai marre de ces règles. En fait, j'avais eu mes règles à Noël et elles étaient mais ultra abondantes. J'en avais marre, ça me fatiguait. Et puis, il faut savoir que moi, avec les règles abondantes, j'étais constamment anémie en fer. Donc, j'essayais tout le temps de reprendre du fer. Enfin, bon, bref, j'avais une fatigue là. Ça faisait bien 2-3 mois que ça commençait à être compliqué. Et donc, je lui dis, écoute, franchement, je pense que là, donc il était 3 heures du matin. Et je dis, écoute, on va rentrer, je pense, en France, tant pis, et on reviendra, mais j'ai besoin d'aller voir ma gynéco pour qu'elle m'enlève ce stérilet et qu'on essaie de trouver un moyen de qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que j'ai, quel est mon problème. Et donc, je voulais rentrer en France pour faire. Parce que mon anglais est moyen, et puis je ne connais pas de gynéco là-bas. Donc, bon, voilà, je voulais être suivie par celle qui me connaît. Et finalement, cette nuit-là, c'était pas du tout les règles. Je me suis retrouvée dans les toilettes très très mal. Je perdais énormément de sang. Et puis en fait, j'ai eu mal à l'intérieur. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui me gêne. Et en fait, je me suis sortie le stérilet. Donc je me suis retrouvée avec mon petit stérilet, contente sur le coup. C'est bon, chérie, j'ai trouvé le problème. Voilà pourquoi je saigne depuis 11 jours. C'est parce que mon stérilet est en train de tomber. Bon, pas du tout. Encore une fois, on est dans un déni complet de la situation. Puisque quand on a un stérilet, comme je vous ai dit tout à l'heure, on croit que c'est bon, on est tranquille. Et même si on se dit il n'y a qu'1 % de chance de tomber enceinte sous stérilet, bon, c'est toujours pour les autres, hein, ce %. Et donc, du coup, moi, trop contente avec mon stérilet entre les mains. Après 10 minutes, grosse crise d'angoisse, mon corps lâche. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne comprenais pas. Et puis après, donc, je me dis, bon, après coup, on sait ce qui se passe. Enfin, en tout cas, j'ai revu mon dernier mois. Finalement, j'ai compris beaucoup de choses une fois que je savais qu'en fait, c'est parce que j'étais enceinte. Et donc finalement, avec mon petit stérilet, là, en plus, je me le nettoie et tout trop contente de me dire que c'était réglé. Le problème était terminé. Et puis bon, je commençais à appeler quand même des médecins en France qu'on connaissait, etc. Et puis là, on me dit, mais Laura, mais ça peut être très très grave. En fait, tu es peut-être tombée enceinte, tu as peut-être fait une fausse couche, peut-être que c'est placé mais dans la trompe. Enfin, surtout que sous stérilet, quand on tombe enceinte, il y a quand même des chances pour que ce soit extra-utérin. Donc, on m'a dit quand même, tu devrais prendre rendez-vous. Je dis oui, mais de toute façon, je vais prendre rendez-vous. Donc, je prends un rendez-vous à l'hôpital là-bas hein, parce que Oui. je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas prendre l'avion parce que je saignais trop. Et puis, je continuais quand même à saigner. Donc, c'était ça qui était un peu inquiétant. En fait, on ne comprenait pas, même les médecins qui me disaient, mais même si c'était une fausse couche, normalement, tu aurais dû un peu arrêter quand même de saigner. Et moi, je continuais quand même. Donc, je vais prendre rendez-vous. Donc, le 2 janvier.
Et là, on me fait une prise de sang. Là, chez le gynéco, super prise en charge. Franchement, le mec super équipé, il m'a tout fait, vraiment spécialiste de fou. Il m'a fait les prélèvements, il m'a fait l'échographie, tout fait sur place en fait. C'est pas comme ici où tu as un spécialiste qui fait l'écho, un truc pour aller chercher, bref. Ici, ça prend 6 mois. Là-bas, en 2 heures de temps aux urgences, c'était bâclé l'histoire. Donc, voilà, j'ai été très bonne prise en charge. Et puis il me dit, ce soir, vous allez recevoir les résultats de la prise de sang. Il me dit, mais vu l'échographie et vu ce que je sors, parce qu'il sortait pas mal de trucs de l'intérieur, hein, désolé pour les détails, mais voilà, moi, j'ai senti. Pas de souci, on t'en veut pas. On veut les détails, justement, c'est ça qu'on attend. Mais il faut être préparé à ça. En fait, c'est pour ça que j'en parle très ouvertement, parce que je pense que c'est le gros souci aussi, c'est qu'on n'ose pas échanger, c'est encore trop tabou. Et il faut imaginer ce que c'est qu'une fausse couche, quoi. Et son nom est très mal porté, il n'y a rien de faux là-dedans. Je déteste ce mot fausse couche. Non, tout est réel et il n'y a rien de plus réel que ce que j'ai vécu. Donc, clairement, il n'y a rien de faux là-dedans. Et il faut être préparé quand même si on le vit bien et qu'on a l'impression qu'on le vit bien. C'est pas anodin et c'est très, très. Voilà, il faut le travailler. Il faut travailler sur ça. Moi, je sais ce que j'ai fait et c'est ce que je recommande. Et voilà, le mec te sort 50 000 trucs de l'intérieur là et il veut me montrer en plus parce que pardon, j'ai mis un petit coup au micro. En fait, il voulait me montrer, mais j'ai compris après parce qu'en plus, bon, moi mon anglais, voilà. Et en fait, j'ai compris que le médecin, lors d'une fausse couche, montre toujours ce qu'il sort parce que c'est visuel, c'est important pour la maman de comprendre qu'elle a perdu quelque chose. Ok. Sauf que moi, je ne supportais plus de voir mon sang. En fait, j'étais arrivée à un point où mon sang, ça faisait 11 jours que je saignais, j'en avais ras-le-bol, en fait. Et puis ça m'écœurait, j'en pouvais plus. Alors que d'habitude, enfin, on a toutes les règles et on les supporte toutes. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui nous dégoûte finalement plus. Mais là, même moi, je me supportais plus, en fait. Je ne supportais plus mon sang. Et donc, je fais non, mais je veux pas voir. Donc, il me dit, OK, bon, voilà. Bref. Et donc, résultat le soir de la prise de sang, et j'étais enceinte en fait de quasiment presque 6 semaines. Ok. Et donc bon, gros coup là, ok, d'accord. Donc déjà, il faut accuser ça comme info. Et puis de l'avoir perdu, du coup, deuxième info. Et puis en fait, voilà, j'ai été quand même ultra bien prise en charge. Le monsieur m'a du coup, vu que les résultats de la prise de sang étaient positifs, lui, il m'avait donné des médicaments parce qu'en fait, tout n'était pas sorti. Donc, il fallait faire une IVG médicamenteuse parce qu'il en restait. Donc, il m'avait donné une ordonnance. Là, j'ai cherché partout les médicaments. Bon, je ne les ai pas trouvés. Il a fallu repartir à l'hôpital. Mais tout ça en étant anémiée, enseignant. Enfin, bon, je peux vous assurer que la pire semaine de ma vie. Donc, je finis par trouver mes médicaments. Je les prends pendant 5 jours et pour évacuer, en fait, ce qui est resté. Et pour pouvoir reprendre l'avion. Et surtout, je voulais rentrer en France. Moi, c'était mon truc, c'était je veux rentrer, j'avais besoin de retrouver mes repères, j'avais besoin de retrouver ma mère. Voilà, il fallait. Puis, tout était un contexte. C'est-à-dire que c'est important de comprendre que la fausse couche, faut pas la prendre comme ça, comme un truc qui te tombe là et c'est le hasard qui fait que ça tombe là. Non, même si, enfin, je veux dire, ça faisait 3 ans que j'avais le stérilet, ça aurait pu tomber à n'importe quel autre moment. Il n'y a pas de raison, c'est pas le hasard qui fait que ça tombe, voilà, le 31 décembre, après une année compliquée en termes de boulot, où je me suis mis corps et âme dans un projet qui, en plus, a été un échec total et où j'ai perdu toutes mes économies. Donc, en fait, tout ça en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps que c'était un échec complet, que j'avais bossé des heures pas possibles, et que j'ai perdu mes économies, je me retrouve à faire la fausse couche. Enfin, je veux dire, le message, il est quand même ultra clair. Je ne sais pas si on ne comprend pas les messages de la vie, là, il faut quand même le voir. Et donc, comprendre pourquoi il y a eu cette fausse couche à ce moment-là, c'est important de le travailler, de le comprendre. Et j'avais besoin de rentrer en France pour ça, de commencer une thérapie pour être suivie avec une psychothérapeute ici. Et voilà, j'avais vraiment, il fallait en parler et revenir un peu et voilà, se dire que c'est un renouveau, mais voilà, ailleurs qu'à Bali parce que voilà, on pouvait plus y rester. De toute façon, on n'avait plus l'argent pour y rester. Et voilà, donc c'était un retour à la case départ, mais qui était assez violent à vivre. Je veux bien te croire. Et ok, aujourd'hui, comment tu vas? Enfin, je veux dire,
comment tu te sens face à ce que tu as pu vivre? Comment ton corps a pu se, euh, se régénérer, j'ai plus le mot et terme exact, mais se régénérer, se sentir bien. Et puis aujourd'hui, où est-ce que toi tu en es avec voilà cette expérience qui a dû être quand même, je pense, pas traumatisante, mais peut-être complexe aussi à vivre après coup, après le retour en France, etc. Et comment toi aujourd'hui tu vis aussi avec ta contraception? Est-ce que tu as une contraception? Laquelle et pourquoi? Très bien. Donc, la fausse couche, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va. En fait, ça allait de nature. Je sais que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va m'abattre sur. Et je pense que le ciel peut me tomber sur la tête. Je vais me dire, OK, quelles sont les solutions qui me s'offrent à moi avant de déprimer. Donc, je me suis très vite pris du recul sur ce qui m'arrivait. C'est très important de. Alors après, moi, je suis quand même de nature assez spirituelle, donc je sais que voilà, il n'y a pas de hasard aux choses. J'essaie de trouver les réponses aussi dans ce qui était arrivé autour de cette fausse couche. Qu'est-ce que je vivais? J'avais vécu un rêve incroyable qui m'annonçait clairement la fausse couche, mais je l'ai su du coup qu'une fois qu'après avoir fait ma fausse couche, que ce rêve-là, c'était ce que ça voulait dire. En fait, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont incroyables et la vie, elle est extrêmement bien faite. Mais il faut le travailler, il faut en prendre conscience. Moi, voilà, si je dois conseiller quelque chose aux femmes qui ont une fausse couche, voilà, c'est vraiment de prendre conscience de ce que c'est. Euh, Moi, dès le début, j'ai été regarder à quoi ça ressemblait à 6 semaines. Mhm. Parce qu'en fait, il fallait que je sache qu'est-ce que j'avais perdu. On ne peut pas avoir même si on a la sensation d'aller super bien. J'entends des gens qui me disent oui, mais de toute façon, t'en voulais pas, t'étais sous-stérilée. Mais en fait, eux, j'ai envie de leur expliquer que ben, c'est pas eux qui ont vécu ça. Et que oui, justement, en fait, c'est là le problème, c'est que j'étais pas prête à vivre ça, puisque je ne voulais pas vivre ça. Donc, il y a quand même double choc à se remettre, en fait, sur ce sujet-là. Et je pense que les femmes doivent vraiment comprendre ce que c'est que la fausse couche, parce que déjà, un, il n'y a rien de faux là-dedans. Deux, par exemple, moi, au bout de 5-6 semaines, il faut savoir que c'est à 6 semaines qu'on peut commencer à voir le cœur battre, même s'il est tout petit. Mhm. Il y a le tube neural qui est déjà en train de se construire. Il y a ce qu'on appelle les bourrevents de membres, c'est-à-dire qu'on voit c'est comme un petit haricot avec 2 bras, 2 jambes, hein, et il commence à y avoir une espèce de faciès qui se forme. Donc même très très tôt, en fait, même si c'est encore en termes de définition un embryon, c'est pas anodin. Mm. Peu importe qu'on le perde à 2 semaines, qu'on le perde à 5 ou qu'on le perde à 6 ou 7 ou 8, il faut comprendre que ce n'est pas rien du tout, même si on a l'impression qu'on le vit sereinement et bien et se dire ok, c'est pas grave, prochain coup, ça sera la bonne. Non, en fait, il faut quand même comprendre ce que c'est. Et je pense que ça, il faut en prendre conscience. Vraiment se renseigner sur le sujet, se rendre compte de ce qu'on a perdu, parce qu'en fait, on va croire qu'on va bien, et puis un jour, ça va nous retomber dessus, et puis peut-être que là, tu verras une photo d'un embryon de 6 semaines, et tu te diras, ah, mais ça ressemblait quand même à ça. Et puis là, du coup, tu auras à nouveau ton travail à faire. Donc, non, tant qu'on est dans le mal, on se fout dans le mal, on prend toutes les infos qu'on a sur le sujet, et on prend conscience de ce qui vient de nous arriver, et surtout, on n'écoute pas les gens qui nous disent que c'est pas grave. On n'écoute pas les gens qui disent oui, bon. En fait, dans le mot fausse couche, moi, ce que j'aime pas et dans surtout ce que ça représente, c'est qu'on dit. En fait, j'ai l'impression que c'est genre le mot fléché commencé, en fait, et qu'on a laissé dans les toilettes de pépé pendant 10 ans. En fait, on dirait que c'est un truc, c'est pas grave. Ça a commencé, mais c'est rien. En fait, Oui. c'est fou comment c'est vécu. Mais même moi, avant, je n'avais pas cette conscience-là de me dire qu'en fait, non, mon corps, il était quand même en train de créer la vie, en Oui. fait. Et donc, en 5 semaines, mon utérus a vécu à la fois et la vie et la mort. Donc, excusez-moi de prendre du temps pour moi et de le travailler, quoi. Donc, les gens qui prennent ça à la légère ou qui ne sont pas là pour te soutenir ou quoi, je ne blâme personne, mais c'est vrai que, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais du coup, allez voir quelqu'un, allez vous parler, allez voir des femmes qui ont vécu cette histoire-là, n'ayez pas peur d'en discuter et
de peser le poids que ça pèse pour vous. En fait, n'allégez pas l'histoire parce que c'est faux, que c'est pas quelque chose, un truc commencé mais pas terminé et que c'est pas grave. Non, 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 non. C'est très important que vous le vouliez ou non d'ailleurs. C'est un travail à faire parce que le corps, lui, physique, il a vécu la vie et la mort en tant de semaines. Donc, je pense que c'est important de le travailler. Moi, comme j'ai travaillé très tôt, ça va très bien. En fait, j'ai très vite analysé le pourquoi. Après, moi, les expériences, je les prends toujours de façon positive, une marque de croissance personnelle. Après, je n'aime pas trop m'apitoyer sur mon sort. Voilà, c'est des choses difficiles, je les accepte, mais je ne vais pas rester dans la souffrance parce que là, sinon, c'est un choix. Moi, je fais le choix d'avancer et donc, du coup, de me relever. Je me suis renseignée sur le sujet, j'ai été en parler, j'ai fait ma thérapie. Ma thérapie, alors moi, c'est vrai que je me suis reconnectée du coup à mon corps. Qu'est-ce que la fausse couche a créé en moi? Alors déjà, ça a changé mon corps en fait, finalement, quand je suis rentrée en France, c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte, mais finalement, je trouve que j'ai un bassin qui est vachement plus. Enfin, il était prêt, mon corps était prêt à donner la vie, quoi. Je ne sais pas comment dire. C'était le moment, j'ai 33 ans, et finalement, voilà, j'avais pris du poids, alors que c'était pourtant peu de temps, entre guillemets, mais finalement, mon corps avait déjà cet élan de OK, c'est parti, quoi. Et en fait, j'ai fait du Reiki. Ma psychothérapeute me fait faire des méditations, etc., Reiki, pour équilibrer les chakras, tout ça. Et ça m'a énormément aidée. Donc, je ne sais pas, peut-être que pour moi, c'était en tout cas quelque chose qui était très, très bon. Donc, si évidemment, vous vous trouvez dans le même cas que moi, pourquoi pas essayer cette méthode parce que ça fait une vraie connexion à son corps et on reprend un petit peu nos énergies aussi qu'on a énormément perdu parce que c'est très physique. Moi, j'ai été anémiée des mois après, c'est-à-dire que je suis rentrée en France en janvier. Jusqu'en avril, j'étais encore ras et pâquerette. Donc, je pense qu'il y a quand même du temps à s'en remettre. Après, il faut aussi ne pas avoir peur d'aller voir quelqu'un et d'en parler plutôt que de mettre ça sous le tapis, là. Et puis se dire que c'est bon, en fait, c'est pas grave. Et puis un jour où vous faites le ménage, vous retombez sur ce que vous avez mis en dessous. Donc non, moi, je préfère régler les choses quand elles arrivent. Donc voilà, aller voir un psychologue s'il y a besoin, ou psychothérapeute, peu importe. Moi, je pense que je conseille fortement de se faire aider, même si ça va pour l'évacuer. Et aussi parce que je pense très sincèrement que si vous le vivez bien, malgré tout, on transmet quelque chose peut-être aux générations futures si voilà, vous avez d'autres enfants. Moi, je sais que je veux régler mes problèmes, tous mes problèmes, même si pour moi, finalement, c'est des choses que je ne vis pas de façon douloureuse. Je veux quand même régler les choses pour éviter de transmettre le moins de mes traumas ou de mes blocages à mes enfants quand j'en aurai, et si j'en ai. Mais c'est vrai que, voilà, pour moi, je trouve que c'est quelque chose que les parents, les grands-parents et nos ancêtres ne faisaient pas forcément. Aujourd'hui, on a la possibilité d'être aidé, de pouvoir parler facilement, de faire des thérapies, et ça évite beaucoup que les générations d'après aient peut-être des problèmes, des choses qui ne leur appartiennent pas. Moi, Totalement. j'ai certains blocages qui ne m'appartiennent absolument pas, mais c'est parce que dans mes ancêtres, il y a bien quelqu'un qui a peut-être fait une fausse couche et qui l'avait pas travaillé et qui pourtant pensait que tout allait bien. Donc, je préfère, voilà, régler les choses et au moins, peut-être qu'avec moi, j'arrêterai un cycle de trauma par rapport à ça et que voilà. Mais il faut savoir que moi, ma mère a fait une fausse couche. Je ne sais pas, peut-être que ma grand-mère en avait fait aussi. Donc voilà, c'est important de comprendre qu'il y a des choses qui peuvent être transmises et qu'il faut les régler. Donc moi, depuis, je me suis reconnectée à mon corps. J'ai même arrêté l'alcool parce que j'ai pris énormément conscience de ce qu'est le corps, en fait. Quand il est à ce point faible, on se rend compte que c'est mais c'est quand même notre véhicule de vie. Donc, si je lui mets voilà, de la mauvaise énergie, il avance pas aussi bien qu'il faudrait. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai eu une prise de conscience par rapport à ça. Donc, je remercie, moi, aujourd'hui, ma fausse couche. Franchement, je la remercie parce que j'ai peut-être vécu un trauma sur l'instant. C'était vraiment pas facile. Alors, même si sur le coup, j'étais contente avec mon stérilet entre les mains, les 2 crises d'angoisse que j'ai fait en suivant ont bien compris que c'était pas l'éclate. Et, et par contre, j'ai vraiment travaillé sur moi, cette reconnexion. J'ai vécu ça comme, OK, c'est la fin d'un cycle, c'est un renouveau. Et puis, j'ai eu pas mal de signes de la vie qui me donnaient ce message-là aussi. Donc là, on y croit ou on n'y croit pas aussi. Mais bon, je pense que quand il arrive des choses comme ça, c'est bien de se connecter à autre chose. Donc moi, je me suis connectée à ma spiritualité. J'ai reçu énormément de messages de la vie qui me disaient, oui, mais OK, c'est la fin d'un cycle, mais
Maintenant, voilà, je veux dire, dans le tarot, la carte de la mort, c'est une renaissance, quoi. Il ne faut pas la prendre de façon négative. Ben, Exactement. c'était un peu ça. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Certes, c'est dur, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas sous-estimer le coût que ça peut avoir sur notre corps, parce qu'on est une multitude de corps. Donc, il y a le corps physique, ok, c'est pas parce que vous ne souffrez pas physiquement que mentalement, il n'y a pas un petit truc qui s'est passé. Et inversement, moi, j'ai voulu guérir mon corps, même si ça allait bien. Mon mental était bien, je me suis pas dit, bon, ben, du coup, c'est bon, c'est réglé. Non, non, il faut régler aussi son corps. Ce qu'il a vécu, c'est un trauma. Je ne veux pas du tout que ce soit quelque chose qui se répercute sur ma vie pour plus tard, le jour où j'ai envie de réellement avoir des enfants. Donc, non. Donc voilà. Et pour répondre à la dernière question, est-ce que quel contraceptif j'ai aujourd'hui? Alors la question était terrible à prendre quand j'étais chez la gynéco parce que du coup elle m'a dit mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, Et bah oui. qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc ben moi hors de question de me dire sans contraceptif. Et puis j'ai un chéri depuis un petit moment, donc voilà. Je me dis bon, alors, on faisait avec le préservatif entre temps parce que j'ai pas remis de suite. Enfin, on a laissé le temps au corps de se remettre aussi quand même. Mais donc là, ça a été préservatif. Et puis après, je me suis dit, bon, mais il faudrait peut-être que je repense à. Je suis prête à nouveau à reprendre un contraceptif. Surtout ne pas croire que parce que les stérilés, je suis tombée enceinte sous stérilé, ben, me dire que c'est du caca. Non, je ne crois pas. Il faut un petit peu comme quand on tombe de vélo, il faut remonter dessus pour pas avoir peur. Donc, voilà, Exactement. c'est pas parce que voilà, je suis tombée enceinte sous stérilet que je vais automatiquement tomber toute enceinte sous stérilet et que le stérilet ne fonctionne pas, etc. Faut pas remettre en cause tout le travail qu'il y a derrière ces contraceptifs non plus. Mais par contre, cuivre, c'était plus possible parce que cuivre, trop d'abondance, c'est plus aujourd'hui ce qui me correspond. Bon, il me restait quoi? Il me restait l'implant, bon, non merci. Donc, pilule, ben, non, toujours pas. Donc, il me restait le stérilet hormonal. Donc là, je me suis dit, ah ouais, mais ça reste des hormones. Enfin, je disais non, non, non. Et puis, elle m'a réexpliqué le concept du stérilet hormonal. Et puis, je me suis dit, bon, de toute façon, à 33 ans, peut-être que les hormones, t'allaient plus avant. Et puis maintenant, vu que c'est localisé, c'est peut-être différent. Bon, de toute façon, tu n'as plus qu'à tester, en fait, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas non plus une multitude de choix. Il y en a beaucoup. Mais bon, mis à part préservatifs, donc homme ou femme, euh, les pilules et les stérilés ou l'implant, bon, on a fait le tour, quoi. Oui. Donc, bon, quand il y en a la plupart, les trois quarts que tu ne veux pas, bon, ben, tu es bien obligé d'essayer celui qui reste. Donc, Exactement. j'ai testé le stérilet hormonal. Donc là, déjà, quand on me l'a mis, ben, pour le coup, c'était moins sympa que le cuivre, parce que j'ai fait un petit malaise, mais quand même expliqué, la gynéco, elle m'a dit, ben, en même temps, ça fait que 4 mois que quand même il y avait eu la fausse couche. Je pense que le corps est encore dans le trauma de l'ancien stérilet. Puis il faut savoir que quand même, je me suis sortie toute seule, donc il y a eu certainement aussi un blocage du corps, hein, parce que moi, mon esprit, j'y suis allée, voilà, en me disant, ben, le premier, je l'ai super bien mis, ça m'a pas fait mal, donc le deuxième, ça va être nickel. Bon, finalement, il y avait quand même un petit trauma aussi, je pense, du corps et de l'utérus. Donc, voilà, il a fallu qu'il s'habitue. Et puis, il m'a mis KO une petite dizaine de secondes, là, pour histoire de me dire, OK, c'est pas cool de me refaire ça, mais j'accepte. Donc, après, ben, du coup, je me suis retrouvée avec mon stérilet hormonal. Et là, euh, hyper difficile. Hyper difficile parce que, en fait, il faut savoir que le stérilet hormonal, c'est un stérilet, on est complètement vraiment différente sur le sujet quand on met ce stérilet. Il y en a chez qui ça arrête tout de suite les règles. Et donc, la personne n'a plus de règles. Bon, ça, c'est assez rare. C'est vraiment pour les filles qui n'ont pas trop de règles de base, un léger flux. Bon, pour celles qui l'ont abondant comme moi, elle m'a dit non, non, à mon avis, ça ne va pas s'arrêter chez toi, ça va le diminuer parce que finalement, c'est ce que fait le stérilet de façon, en fait, dans votre utérus, ça empêche l'endomètre de se former. Donc, du coup, c'est les hormones en fait qui bloquent et donc il se forme un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc, normalement, ça diminue le flux. Donc, elle m'a dit c'est adapté finalement parce que toi, le temps que tu te remettes, parce qu'en fait, j'ai eu des règles, moi, depuis la fausse couche jusqu'à la pause de l'avril. En fait, de janvier à avril, j'ai saigné. Enfin, depuis le 24 décembre, du coup, depuis le Noël, j'ai saigné quand même. J'ai été complètement déréglée. Et ça n'arrêtait pas, en fait. Des fois, j'avais un jour où j'avais plus rien, donc j'étais trop contente. Puis ça y est, c'est fini. Le lendemain, j'avais plus de protection. Et puis finalement, voilà, j'avais des règles. Donc finalement, jusqu'en avril, ça a été règle sur règle. Après, j'ai mis mon stérilet en avril.
Là, j'ai eu encore tout un cycle de spotting des règles. Enfin, bon, bref, ça dérègle un petit peu tout ça au début, jusqu'à temps que ça se régule. Donc là, ben, ça a mis 4 mois quasiment. Donc avril, mai, juin, juillet. Ouais, on est quoi là? Août? Non, allez, 3 mois. Donc jusqu'à juillet. Donc j'ai eu 3 cycles. 3 cycles où c'était un peu le bazar. Et après, le dernier cycle, il était plutôt bien. J'avais l'impression, déjà beaucoup plus court, ça dure 4 jours de 9. Donc déjà, je suis soulagée. Mais par contre, grosse douleur. Et donc là, je suis en direct avec vous. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai rendez-vous jeudi, donc dans 4 jours chez ma gynéco. Qu'est-ce qu'on fait, Laura? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gardes ton stérilet? Est-ce que tu l'enlèves? Alors, je suis en train de faire mes listes là du pour, du contre, le bien, le mal, enfin bon, bref. Et je n'arrive pas à décider parce que oui, c'est un confort dans le sens où mes règles sont beaucoup moins abondantes. Donc, je ne suis plus fatiguée comme je l'ai été, c'est-à-dire que mon anémie, j'ai fait mes prises de sang, ben, ça y est, ça remonte, donc je suis soulagée par rapport à ça. Et ça, c'est énorme en fait, parce que idem, l'anémie en fer, si on ne la règle pas, c'est pas bon du tout. Donc ça, c'est vraiment un confort pour moi aujourd'hui de ne plus être anémiée. Ensuite, j'ai quand même voilà, le mental tranquille, malgré tout, même après la fausse couche, de me dire que je suis protégée. Donc voilà, il n'y a pas de risque zéro pour en être la preuve, mais on ne va pas non plus paniquer parce que c'est des moments rares aussi. Ça ne veut pas dire que je vais tomber enceinte tous mes stérilés. Donc voilà, donc ça je relativise aussi. Mais c'est vrai que c'est un confort. Mais j'ai pas du tout les mêmes symptômes que quand j'apprenais la pilule. J'ai pas la perte de la libido, alors pour l'instant, toujours pareil, hein. Donc à voir avec le temps, mais j'ai pas mes maux de tête. En fait, j'ai pas de gros symptômes, mis à part, et ça c'est nouveau pour moi, les douleurs dans l'utérus, en fait. Les douleurs de règles. Donc je connais maintenant ce que sont les douleurs de règles pour certaines filles qui ont ça pendant. C'est invivable. Franchement, je ne sais pas comment. Il faut vraiment trouver une solution. Trouver un moyen d'arrêter ces douleurs parce que c'est vraiment très compliqué et c'est le seul point pour lequel j'hésite à garder le stérilet parce que tout le reste c'est bien, mais les douleurs quand je les ai, franchement je revis des contraceptions de quand je faisais l'IVG médicamenteux où il fallait, c'est un truc franchement horrible. Donc et c'est sur bien 2-3 jours, alors c'est rien 2-3 jours comparé à mes 8 jours, mais moi j'avais 8 jours où j'avais pas mal. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe 8 jours handicapants mais sans douleur ou que 3 jours avec des douleurs? Enfin, c'est mon petit ping-pong du moment, oui, non, oui, non. Donc, je ne sais pas. Même si ça reste des hormones, que j'étais contre les hormones, malgré tout, je pense que c'est pour ça que je disais qu'on est toutes différentes et qu'il faut prendre le contraceptif adapté au moment de sa vie. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, voilà, peut-être que dans 3 ans, ce stérilet, si je le garde, ne me conviendra plus du tout. Les hormones me refont. Mais aujourd'hui, je suis avertie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais comment je peux réagir aux hormones. Donc, si je commence à avoir mal à la tête, plus de libido, ça va, je le sors, enfin, je le sors pas moi, ce coup-ci, mais je vais le faire enlever illico presto parce que c'est hors de question que je revive 10 ans de vie enfermée dans ma prison mentale. Maintenant, je suis préparée à ça. Aujourd'hui, je ne le vis pas du tout comme ça. Mis à part les douleurs, je n'ai rien d'autre comme douleur que je pouvais avoir quand je prenais la pilule. C'est pas la même chose. La pilule, elle va dans le sang. Le stérilet hormonal, c'est localisé, c'est-à-dire que ça ne va pas dans le sang. Donc voilà, il y a 2 choses différentes. Moi, c'est vrai que la pilule, j'en veux pas. Et puis peut-être que stérilet cuivre, les douleurs me saoulent, donc je vais arrêter et puis je vais tenter une pilule microdosée. En fait, il ne faut pas non plus être définitif dans nos expériences parce que parfois, il y a des moments de vie où on peut avoir besoin de changer. Voilà, et parce qu'on n'a pas encore trop le choix aujourd'hui. Donc voilà, et puis ça va pas, on arrête. Mais au moins quand on est prévenu, on sait que c'est pas parce que tu prends la pilule qu'il faut la prendre tout le temps et toute ta vie. Moi, je connais des femmes, elles prennent la pilule pendant 30 ans, elles changent un peu, et c'est de autre chose. Peut-être que ça va mieux adapter quelque chose de nouveau pour toi. Donc voilà, donc c'est là où j'en suis aujourd'hui. Mentalement, après ma fausse couche, ça va parce que je l'ai travaillé, donc c'est très important de le faire, d'en parler. Si vous avez des amis que vous ne faites pas de fausse couche, mais vous avez une amie qui fait une fausse couche, je pense que c'est important d'être là pour elle, même si elle n'en parle pas. Voilà, de lui dire juste que vous la soutenez, que vous ne minimisez pas ce qui lui est arrivé et que si un jour elle a besoin, vous êtes là pour elle. Parce que je pense que simplement une écoute,
et évacuer un petit peu ce qu'on a ressenti sur l'instant, voilà, ça peut être, voilà, ne serait-ce qu'un petit travail comme ça peut déjà faire énormément. Totalement. Je tiens juste à rajouter quelque chose et après je te poserai une question. Si vous avez une personne dans votre entourage qui vient à faire une fausse couche, elle aura peut-être tendance, dans un premier temps, à vous rejeter. Ne le prenez pas personnellement. Et si j'en parle, c'est que je l'ai vécu. Donc, ne prenez pas personnellement. Dites-vous que la personne peut vivre quelque chose de très traumatisant. Potentiellement, elle aurait voulu avoir un enfant et potentiellement, elle perd cet enfant. Et même, comme tu disais, Laura, ça ne ressemble pas à quelque chose qu'on peut en dire en termes de bébé, mais ça reste quelque chose qui est vivant, qui était à l'intérieur de son corps et qui est perdu. Et du moment où on sait qu'on est enceinte, on commence à créer un lien très fort et ça peut devenir vraiment tellement fort que c'est vraiment après impossible pour nous de pouvoir perdre cet enfant, même si ce n'est pas encore vraiment formé. Donc, soyez juste présente. Dites-lui, OK, je comprends qu'aujourd'hui, ça va pas et que tu as besoin d'air, tu as besoin d'être seule. Mais sache une chose, c'est que je suis là, donc n'hésite pas, tu me déranges pas. Je suis là pour toi. Et je sais que ce que tu me dis ou le fait que tu me repousses, c'est pas contre moi. J'en suis consciente. Mais sache aussi que je suis là pour toi, pour t'aider, pour te soutenir, pour te changer les idées, juste pour que tu pleures ou toute autre chose que tu as besoin. Et ça, je pense que c'est quelque chose, pareil, comme tu disais, c'est pas assez développé dans notre société. On n'en parle pas assez. Et malheureusement, on peut se retrouver avec une personne qui va finir par peut-être déprimer puisqu'elle n'a pas assez de soutien, elle n'a pas assez de force pour pouvoir se relever de cette situation. Donc, juste être présente et ne pas prendre pour soi ce qui peut être dit ou ce qui peut être fait, puisque nous ne sommes pas les personnes concernées, nous sommes juste des interférences et nous prenons parce que la personne en face ne sait pas comment gérer, parce que c'est dur et c'est nouveau et c'est normal. Voilà ce que je voulais rajouter. Et je voulais te poser une question. Est-ce que, du coup, par rapport à tout ce que tu as pu vivre avec la pilule, avec le stérilet, avec cette fausse couche, et puis, du coup, maintenant, avec le stérilet hormonal, est-ce que tu dirais que c'est très important d'écouter son corps, mais le plus tôt étant le mieux, et bien sûr, d'analyser ce qui peut se passer, de potentiellement prendre note pour ne pas oublier et avoir voilà, un repère, et se dire aussi que le corps a toutes les réponses si on prend le temps vraiment, authentiquement, de l'écouter. Alors ouais, très bonne question parce que, c'est très important, je pense, de s'écouter et comme tu dis, le plus tôt possible, heu, mais c'est surtout, moi ce que j'ai remarqué, c'est que, j'ai pas, en fait dans la société aujourd'hui, c'est vrai qu'on minimise un peu tout. Heu, on ne prend pas trop au sérieux finalement, certains symptômes qu'on peut avoir et c'est pour ça que d'ailleurs des fois on se rend compte de maladies assez graves sur le tard, parce qu'on n'écoute pas. Parce qu'on ne fait pas et en fait, moi j'ai appris quand même parce que j'ai jamais été malade en fait, petite, je suis pas quelqu'un de fragile, en tout cas au niveau de mon immunité Mmh. et c'est vrai que j'étais pas du genre à part mes maux de ventre, mais bon voilà, je veux dire j'étais pas quelqu'un qui avait énormément de problèmes et voilà les gastro, les grippes, les trucs, je connaissais pas. Donc du moment où on commence à avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, je pense que c'est bien de se poser la question: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça?» Parce que alors, en plus bon moi qui suis en plus pour le coup, je sais que beaucoup de nos maladies ou de nos symptômes, sont liés aussi à ce qui se passe un peu dans notre esprit. Heu, voilà, je prends pas du tout à la légère moi, mon si j'ai mal au dos, si j'ai mal au ventre, si j'ai eu ci, si j'ai eu ça, voilà. J'essaie toujours d'analyser un petit peu à quoi ça peut être dû parce que finalement c'est pas quelque chose de normal et aujourd'hui on tout est normal parce qu'en plus faut dire qu'on a tendance à se plaindre un peu pour rien et tout le temps. Donc finalement, le mal de tête, c'est qu'un mal de tête. Mais en fait, un mal de tête, ça peut être, très grave et heu et donc je trouve que c'est important de s'écouter, de travailler sur soi, comme tu dis, de traquer.
Moi, je traque tous les jours, j'ai un mood tracker et je traque mes émotions de quand je me lève, comment je me couche et surtout au niveau de mon cycle. Je regarde quand j'ai mes règles, le moment où j'ai eu mon down et où j'avais envie de crever tout le monde. Bon, ben ok, c'est 2 jours avant, ça on le sait, donc c'est bon. Tu vois, mais finalement, en fait, c'est bien de le savoir parce que si tu crois, en fait, si tu fais pas attention à ça, tu crois que tu es, que tu juste quelqu'un d'énervé. Enfin, du coup, on va se convaincre de trucs, des fois, qui sont totalement faux, alors que des réponses simples, on les a, si on les écoute, si on écoute un peu comment on est fait. Donc ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est super important. Enfin, pour répondre à ta question, du coup, c'est un gros oui, parce que je pense que c'est très important de prendre conscience de ce qu'on est. On n'est pas juste là, comme ça, c'est pas juste un corps hein, avec 2 bras, 2 jambes, où on marche, on respire. Il y a quand même énormément de possibilités. On est de vraies machines, même si j'aime pas dire ce mot-là, parce que pour le coup, on est tous sauf une machine, mais on fonctionne super bien et tout est lié, notre corps, notre esprit, nos énergies. Donc, il n'y a pas de hasard dans ce que vous ressentez. Prenez soin de vous, écoutez-vous et rien n'est définitif. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi, par exemple, pendant 10 ans, j'ai pris la pilule et ça m'a gâché, entre guillemets, 10 ans, c'est un peu gros de dire ça. Je veux dire peut-être que les 3 premières années, ça, c'était bien. Bon, mais c'est sûr que les 7 dernières, c'était un peu moins bien. Parce que voilà, j'avais pas du tout de libido, etc. Mais en fait, j'ai mis 7 ans quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, 7 ans à me dire que c'était peut-être la pilule. Donc en fait, on minimise énormément des choses qu'on a sous le nez tous les jours, au quotidien. Donc je pense qu'il faut vraiment des fois se poser et se dire, ok, j'ai mal là, d'où ça peut venir, qu'est-ce que c'est, quelle est mon hygiène de vie, parce que ça aussi, hein, on n'est pas à l'abri de. En fait, il faut comprendre que notre corps, il change. Moi, à 33 ans, je ne vis plus du tout les mêmes choses que quand j'en avais 23. Avant, je pouvais bouffer du sneakers tous les jours. Aujourd'hui, j'en mange un. Ben voilà, je fais. Voilà. Donc, en fait, il faut comprendre que le corps change et il faut se réadapter à ce qu'on est dans notre être au jour le jour. C'est-à-dire que moi, demain, pareil, le stérilet hormonal, il va sortir dans 4 jours. Parce que peut-être que dans les 4 prochains jours, je vais trouver ça horrible. On ne sait pas, rien n'est définitif. Il faut juste être dans l'instant présent, connecté à soi et vraiment se poser des questions de j'ai mal là, à quoi ça peut être dû. Pas non plus commencer à aller chercher. Alors ça aussi, s'il vous plaît, on évite de tomber dans les extrêmes. Parce qu'en fait, j'aime bien la spiritualité, par exemple, mais il ne faut pas non plus voir des messages partout. Les messages, on va les écouter quand on a besoin d'avoir une réponse de quelque chose. Ou parce qu'il s'est passé quelque chose comme la fausse couche, ou quand même c'est un gros truc. Maintenant, ne vous levez pas tous les matins à chercher s'il y a un message à la fenêtre. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes, et notamment aussi dans la maladie, parce qu'il y a des gens qui vont se trouver le petit bobo, trouver une raison psychologique, énergétique de votre âme sur le petit bobo. Non, des fois, c'est juste un petit bobo, il faut le guérir, il faut trouver d'où il vient, mais il ne faut pas non plus en faire tout un problème qui n'existe pas, parce que là, vous vous en créez d'autres, etc. Donc, on ne tombe pas dans l'excès, mais par contre, on s'écoute un peu, on n'est pas des robots, on a des émotions, ce qui était valable il y a 5 ans n'est plus valable aujourd'hui, vous avez changé, et voilà. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas, et surtout pas faire une généralité de quelque chose. C'est pas parce que, par exemple, une personne autour de vous, par rapport à la fausse couche, par exemple, ou la pilule, prenons la pilule, c'est pas parce que votre copine, la pilule, c'est super, que pour vous, c'est super. En fait, vous avez le droit, vous, d'être différente. Vous avez le droit d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas sur vous. Il ne faut pas minimiser parce que chez les autres, ça se passe super bien. Donc, en fait, on perd un peu notre voix en se disant, ah oui, mais en fait, et on commence à se poser on se crée nous-mêmes du coup des problèmes, un blocage en se disant, j'ai un problème. Mais non, mais c'est pas grave, en fait. Ou comme la fausse couche, comme tu dis, effectivement, en plus, il y a des femmes qui veulent avoir un bébé, qui font des fausses couches alors qu'elles sont prêtes à ça. Alors certes, quand tu es préparé et tu te dis ça peut arriver, mais quand tu l'as, tu te dis ok, je suis contente, je l'ai. Mais je pense qu'il ne faut pas minimiser le fait que, par exemple, tu fais une fausse couche. Ok, c'est pas parce que aujourd'hui, en plus, je déteste ça, on nous dit oui, mais ça arrive à tout le monde pour la première. Non, mais il faut arrêter en fait. On arrête avec ça. Il faut vraiment pas minimiser. C'est pas parce que toi, ça t'est arrivé que toi-même tu as un problème. C'est juste que c'est comme ça peut. On le travaille, tout va bien, mais par contre, on ne minimise pas. On ne dit pas, ok, j'ai un gros problème, parce que pour le coup, c'est normal ou inversement, la fille qui tombe enceinte et qui se dit, ah non, mais de toute façon, c'est comme si la fille, elle se disait, mais c'est bon, de toute façon, je vais le perdre, c'est ma première. Mais on ne dit pas ça.
Non. Donc, dans le sens inverse, c'est pareil. On ne se dit pas, non, mais c'est bon, on minimise pas notre fausse couche. Et surtout, on ne dit pas que c'est nous qui avons un problème. Ça arrive, certes, mais ce n'est pas grave, dans le sens où, voilà, il y en a qui en ont fait et qui ont eu des bébés après. Mais par contre, on l'analyse, peut-être qu'on n'en aura jamais, peut-être que c'était notre unique chance, mais c'est pas arrivé pour rien. Une fausse couche, ce n'est pas pour rien. Donc, on le travaille, on l'évacue, c'était peut-être pas le moment, peu importe. En fait, il peut y avoir des tas de raisons. Totalement. On trouve la raison qui nous convient, entre guillemets, le mieux une fois qu'on l'a travaillé pour faire notre deuil facilement et notre acceptation. Mais par contre, on ne minimise pas et on ne se juge pas en mal non plus parce que tout le monde est bien, c'est arrivé à personne et que nous, on est le problème de la société. Non, non, pas du tout. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Comme tu disais, en principe, une fausse couche, ça n'arrive pas. Alors, ça peut arriver parce que voilà, c'est c'est hormonal, c'est physique, etc. Mais la plupart du temps, ça arrive parce que voilà, il n'y a pas de hasard, comme tu disais, ma maman. Juste après moi, donc elle a eu mon papa et mon papa, après, elle a eu mon beau-père et elle est tombée enceinte. Mon beau-père est décédé d'un cancer généralisé. Et 15 jours après ce décès, elle a perdu l'enfant qu'elle avait. Et comme elle dit, et elle le dit très bien, il n'y a pas de hasard si elle l'a perdu. C'était pas physique, c'est qu'il y avait une raison si elle n'a pas pu garder cet enfant. C'est justement parce que bah voilà, il n'y avait plus son père à cet enfant, même s'il y avait sa mère et que j'étais là et qu'il aurait été aimé, il y avait une raison. Donc ne minimisez pas, mais surtout n'allez pas bien sûr, vous autocritiquez, vous autoflagellez. Parfois, il y a juste une explication. Et comme tu disais, il ne faut pas non plus tout analyser. Alors, je veux dire, tu fais jamais de sport de ta vie. Tu fais 70 squats. Le lendemain, si tu as des courbatures aux cuisses, c'est pas parce que tu as un truc de la vie qui va venir te dire quelque chose. C'est juste parce que tu as fait 70 squats. Exactement. Voilà. Il faut savoir aussi, bien sûr, c'est comme souvent, on est en colère, on peut ne pas comprendre pourquoi. Et puis, il y a des fois où tu vas te lever le matin, tu vas être en retard. Il y a des fois, donc tu vas te lever le matin, tu vas être en retard. Tu vas aller boire ton café, tu n'as plus de café. Tu vas aller dans la salle de bain, tu vas plus avoir d'eau chaude. Tu vas arriver au boulot, il pleut, tu as crevé un pneu. Tu es énervé, c'est normal. C'est la suite logique. Il n'y a pas de message derrière. C'est simplement. Peut-être qu'il fallait juste rester chez toi ce jour-là, finalement. Voilà, il aurait juste fallu que tu restes te coucher. Mais c'est simplement que voilà, il ne faut pas tout non plus suranalyser. Ouais, il faut s'écouter. Il faut voir où il y a un problème, où il y a des messages à aller voir, évidemment. Mais par contre, il ne faut pas suranalyser les choses. Ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. Je suis d'accord. Alors, dernière question avant de conclure. Quelles sont les réflexions que tu pourrais potentiellement avoir sur l'importance d'avoir un dialogue ouvert et honnête sur la contraception hormonale, autant avec les personnes qui nous entourent que les médecins, ou encore des personnes qui travaillent dans le milieu, on va dire, médical, entre guillemets, je prends bien le terme large, potentiellement une nutritionniste, une diététicienne, ou encore potentiellement une personne voilà, qui travaille plutôt sur les énergies, etc. Alors, je pense qu'un dialogue ouvert est très important dans le sens où toute expérience est bonne à prendre. C'est-à-dire que si on garde trop de choses pour soi, peu importe avec qui on pourrait potentiellement partager, des fois, c'est sûrement, ça vous est déjà forcément arrivé, que des fois, vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas, puis vous lui parlez, vous lui racontez des trucs, et puis finalement, c'était la personne à qui il fallait parler. Mmh. Et en fait, moi, je suis de nature sans tabou, donc je parle facilement de tout à tout le monde. Et je pense que ça m'a énormément aidé finalement dans ma vie d'être comme ça. Parce que, ça me forge aussi une carapace quand j'ai des gens en face qui sont totalement contre ma façon de penser, ou qui rejettent complètement l'idée, ou qui justement, à l'inverse, vont me pousser à la réflexion. Je pense que c'est hyper important d'en parler. Il faut surtout, et moi je pense que c'est important, d'en parler à plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que un avis ne fait pas l'avis général, surtout qu'il n'y a pas de vérité. Donc, on a chacun, au nombre de millions d'humains qu'on est, de milliards, franchement, il y a autant de vérité que d'humains. Exactement. Mais il faut vraiment
le partager déjà parce qu'il y a 2 raisons. Déjà parce qu'on peut vous apporter une réponse. 3 raisons du coup. On peut vous apporter une réponse. Vous pouvez aussi dans votre échange, faire penser à par exemple, pour reprendre la fausse couche, j'en ai parlé, jeudi dernier à une fille avec qui je fais de la salsa et en fait, je lui ai fait faire une réflexion, heu, sur son expérience à elle et par rapport à quelque chose à une grossesse qu'elle avait vécue, de façon difficile et que du coup son enfant est stressé. J'ai parlé aussi de moi, du coup, quand ma mère était enceinte et cetera. J'ai communiqué mon expérience, mais très ouvertement sur des problèmes qui peuvent être hyper tabous pour certains d'en parler et qu'il faut à tout prix que ce soit chez un psy, sinon ça sort pas des bureaux, il faut que ce soit donc non, il y en a plein qui parlent pas de choses hyper privées, mais finalement quand on parle de choses comme ça, la fille, elle s'est dit: «Punaise, mais il faut que j'en parle à la psy de mon fils parce qu'effectivement, c'est peut-être ça». Et beh, peut-être qu'on a relevé une clé. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est important d'échanger parce que vous pouvez à la fois recevoir de quelqu'un, vous pouvez à la fois donner de quelqu'un, enfin à quelqu'un, pardon. Mmh. Et la troisième raison, du coup, je l'ai perdu. C'était super intéressant. Mais, je voulais dire attends, c'était donner, donner, non, mais pousser à la réflexion. Je vais continuer du coup mon Il y truc, a pas de souci, ça te reviendra. ça va peut-être me revenir. Mais, mais pour moi, je trouve que c'est super important, hem, surtout pour avoir des avis différents. Par exemple, vous en parlez, à votre médecin, mais votre médecin vous ce qui vous renvoie, vous êtes un peu bloqué peut-être, mais n'hésitez pas à ne vous arrêtez pas à ce blocage, à aller voir quelqu'un d'autre, une énergéticienne, une psychothérapeute, dans l'énergétique, holistique, peu importe, mais ou à une amie qui a vécu ça. Essayez en fait d'aller, vers d'autres personnes et le maximum, ne pas avoir de tabou. Moi, dans ma vie, j'aime pas avoir de tabou parce que je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Moi, j'ai l'impression qu'on est tous dans le même bateau et je pense que c'est le cas, hein, on est tous sur cette planète Mmh. et on vit toutes des expériences. Il n'y a pas d'expérience plus douloureuse que l'autre dans le sens où, c'est pas parce que moi je l'ai perdu au bout de 6 semaines que, ça ne vaut moins que celle qui l'a perdu au bout de 8. Je veux dire peut-être celle qui a perdu au bout de 8, elle a pas du tout vécu de la même façon, que moi le trauma. En fait, je veux dire, il faut pas minimiser ce qu'on vit, il faut pas avoir peur d'en parler, faut rester humble, non plus aussi dans son histoire, honnête le plus possible. C'est pas parce que ça a été tragique aussi pour quelqu'un que c'est obligé que ce soit tragique pour vous. Vous pouvez très bien parler de choses négatives, mais de façon positive. Justement, ça ne peut que aider les personnes qui vivent ça de façon difficile à se relever. Moi, c'est pour ça que j'ai accepté aussi d'échanger avec toi, parce que justement, je voulais vraiment, euh, voilà, je connais des personnes qui, après une fausse couche, peuvent être terrassées par ça. On s'en remet, on travaille dessus, tout va bien, la vie Mmh. est belle. Voilà, en fait, il faut avoir des exemples aussi de personnes qui s'en sont sorties, c'est hyper important. Donc tout ça, pour moi, je trouve que ouais, la parole, ouverte à un maximum, voilà, de personnes. Moi, j'ai pas de tabou, j'ai les gens me disent souvent: «Mais tu oses dire des trucs comme ça?» mais moi, oui, en fait, j'ose tout. En quoi je devrais avoir honte de mon expérience, de ma vie? Si ça peut aider les autres d'échanger, si je t'en parle, c'est que j'attends aussi, peut-être que tu me donnes un retour. Moi, Mmh. j'adore communiquer, mais Totalement. communiquer ne veut pas juste dire: «Moi, je parle». C'est pour ça que, par exemple, même quand je vais voir, j'avais fait une thérapie il y a longtemps avec un psy, lui ne parlait pas, mais ça Ouais. m'a vachement bloquée. Or oui, certes, on me dit que c'est une technique et cetera, mais alors j'y suis allée pendant 1 an, j'ai fait mon truc, mais finalement aujourd'hui, j'étais bien contente de tomber sur une psy qui communique et qui en plus avait une approche, très, très holistique avec le reiki et cetera, donc forcément, hyper en phase avec ce que je suis et alignée avec ce que j'ai envie d'être. Mais c'est vrai que ouais, non, je pense que ne pas avoir peur, tu vois, même de raconter, des similitudes des fois, qu'on peut vivre ou des trucs un peu fous où, tu vois, on n'ose pas trop en parler parce qu'on se dit: «Je vais passer pour la folle du village», mais en fait, moi, je m'en fous d'être la folle du village. Moi, je partage tout parce que ça peut aussi ouvrir les yeux, aux gens et puis voilà, comme je te dis, c'est un échange, c'est-à-dire que si tu donnes, tu vas automatiquement recevoir à un moment donné. Ne pas avoir honte. Franchement, on n'est pas, ceux qui jugent, c'est eux, hein, qui devraient avoir honte, hein, c'est pas la personne qui raconte son histoire, hein. Tellement, totalement. Et juste avant de conclure, comme tu disais, ne pas s'arrêter à une personne qui potentiellement peut, vous faire bloquer. Parce que, en fait, quand on parle avec une personne, souvent, on a ses propres peurs, ses propres blocages. On a tous une paire de lunettes devant nos yeux et on voit la vie, on voit les choses de notre façon, par rapport à notre expérience, à notre éducation, à nos douleurs, à nos joies, et cetera. Et donc, c'est très important à ce moment-là, en fait, de ne pas se mettre en contradiction avec cette personne-là, se dire, OK, en fait, elle a sa propre vision des choses, ça ne plaît pas.
il n'y a pas de problème sur le sujet. Je vais aller potentiellement parler avec quelqu'un d'autre qui pourra peut-être m'apporter moins de blocage et plus de compréhension et potentiellement plus de réponses et du coup avoir une plus grande ouverture. Donc ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis évidemment, quand on est dans un échange, quand on communique vraiment, quand on n'est pas devant une personne voilà, qui est vraiment fermée totalement, hein, je parle vraiment de la vraie communication, on va donner et on va forcément recevoir. Parce que la personne, parce qu'elle va pouvoir dire, parfois ça va pouvoir nous faire un déclic. Et tu as totalement raison sur le fait de dire les choses, de parler, de ne pas avoir de tabou. Il ne faut pas avoir honte de parler de la fausse couche, de la contraception, des préservatifs, de la sexualité, des règles. Tout ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est naturel. C'est là depuis… Enfin, alors, pas les préservatifs et la contraception, évidemment, mais le reste, en tout cas, c'est là depuis des millions d'années. Donc, enfin, je veux dire, la sexualité, les règles ne seraient pas là. Nous ne serions pas là en train d'en parler. Donc, c'est normal. Essayez vraiment de vous libérer de cette honte et de ce tabou, parce qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte à avoir. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et puis, tu sais, c'est culturel aussi. Il y a des endroits où on parle très facilement, mais il y a des endroits… En fait, moi, ce qui me dérange aussi, par exemple, moi, tu vois, là, j'ai beaucoup eu de blocages aussi. Pendant des années, j'ai eu des infections urinaires après les rapports, etc. Et en fait, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que j'avais assimilé la sexualité comme quelque chose de sale. Et ça, c'est un gros problème parce que le fait, tu vois, de ne pas en parler, qu'on mette la sexualité ou certaines choses de façon taboue, on n'en parle pas, ça reste que dans le privé, entre guillemets. Mais en fait, ça nous crée un blocage. Totalement. C'est un peu, il faut cacher ça. Alors qu'en fait, en soi, punaise, non, moi, encore plus, la sexualité, je la partage, mais c'est un moment de partage, donc on va le partager. Mais voilà, en fait, il ne faut pas rester bloqué sur une chose qui ne fait… Ça aussi, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de nous. Je suis sûre que humainement, on a automatiquement envie de partager. On est un être de partage, on a la parole, on a 5 sens, on a quand même pas mal de choses pour communiquer, pour échanger entre nous. C'est pas pour garder des choses cachées dans une boîte et en faire quelque chose de secret. Moi, je pense qu'on peut avoir son genre secret dans le sens où il y a des choses qu'on veut garder pour soi, mais pas pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que si on commence à garder pour soi des maladies ou des blocages parce qu'on a honte d'en parler, parce que finalement, non, moi, mes potes, ils sont pas prêts à entendre ça, change de pote. Parce que c'est que les gens ne sont pas adaptés à t'écouter. Si les gens sont dans le jugement, change. Parce que tu vas pas, toi, passer à côté de ta vie, à côté du partage que toi, tu peux donner aussi. Parce qu'en fait, il faut être généreux. Moi, je partage pas parce que j'ai envie de raconter ma vie. Moi, je partage de façon généreuse pour essayer d'aider un maximum de gens. Moi, j'adore échanger. Si je parle à quelqu'un, c'est pas juste pour qu'il m'écoute, c'est parce que j'ai envie qu'il me réponde. J'ai envie que chez lui, peut-être que ça résonne. Qu'il y ait quelque chose quand elle m'a dit que, par exemple, elle allait parler à la psy de son fils parce que, justement, elle n'y avait jamais pensé, je me suis dit, punaise, mais c'est incroyable. On était assises sur 2 escaliers, on ne se connaissait pas tant que ça. Je l'avais rencontré la semaine d'avant. Et moi, je lui balance des choses hyper privées. Et finalement, ça lui permet de… Mais on est tous pareils. On a tous En fait, c'est pas parce que on paraît fort ou parce que finalement, moi, j'ai des facilités face à certains défis. Ça ne veut pas dire que mes défis, ils sont plus faciles pour moi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand on est aussi quelqu'un de fort, forcément, les gens sont moins là pour t'aider. Donc, mais ce qui est logique, il ne faut pas jeter la pierre aux gens, puisque tu n'as pas besoin d'eux, entre guillemets, tu n'as jamais eu besoin d'eux, tu es une femme indépendante et forte, donc les gens ne vont pas se poser la question. Mais si toi, ce coup-là, tu as besoin d'en parler, c'est pas grave, en fait, ça n'enlève rien à la force que tu as. Justement, c'est encore plus courageux, parce qu'il faut pouvoir parler de choses aussi privées quand on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, non, moi, je pense que ça… Pour répondre à ta question sur le dialogue ouvert, moi, je suis à fond pour parler de tout à table, dans un repas, même des trucs un peu bizarres qui ne se racontent pas dans la table, il faut arrêter. Moi, je parle de tout. Je suis totalement d'accord avec toi. Et il faut savoir que souvent, quand on dit les choses, c'est que c'est jamais anodin.
C'est qu'il fallait que ça Oui. sorte à ce moment-là. Donc, il faut pas rester bloqué, il faut savoir s'ouvrir. Donc, commencez à vous ouvrir. Eh bien, on va arriver à la fin de cet épisode. Laura, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour… voilà. Est-ce que tu as quelque chose à partager que tu aimerais dire avant qu'on termine? Eh bien, écoute, moi, j'ai vraiment envie de dire aux femmes qui nous ont écoutées, bon, déjà, merci de nous avoir écoutés, mais notamment de s'ouvrir à la vie. S'ouvrir à la vie dans le sens où elle est super belle en réalité, mais pas belle dans le sens où il ne faut pas être naïf. C'est pas Disneyland, mais elle est belle dans ses expériences négatives aussi, parce que c'est celles qui nous font grandir le plus. Il ne faut pas avoir peur des échecs. Moi, j'en ai eu et j'en aurai. Et que ce soit dans la sphère pro ou perso, c'est-à-dire que votre fausse couche, vous allez forcément l'associer à un échec, parce que la société, voilà, on fait comme ça. De toute façon, c'est marqué dans le nom, c'est faux, voilà, c'est pas bien. Donc voilà, vous allez l'assimiler comme ça au début, mais après travailler dessus. Je veux aussi dire qu'il faut échanger entre nous. En tant que femme, je pense qu'il faut apprendre à s'écouter les unes et les autres, de façon humble et tolérante, sans jugement, même si le jugement est tout à fait naturel, dans le sens où c'est grâce au jugement qu'on est en vie aujourd'hui, parce qu'on a jugé que telle ou telle situation était dangereuse ou non. Bien sûr. Parce que c'est comme ça que l'humain perdure dans le temps. Mais après, il faut savoir relativiser, il faut savoir écouter les gens qui vous parlent parce que c'est qu'elles ont quelque chose à vous dire, et essayer d'entendre le message, et répondre de la façon la plus honnête et bienveillante possible, évidemment, dans chaque expérience. C'est pas parce que vous n'avez pas vécu quelque chose que c'est forcément plus simple pour les autres, et inversement, c'est pas parce que vous êtes remis de quelque chose que la personne est forcément obligée de s'en remettre. Donc voilà, essayons de s'écouter, d'aimer la vie telle qu'elle est, surtout avec ses blessures, parce que c'est ce qui fait qu'on est humain, sinon on serait des IA. Donc voilà, c'est grâce à ces fêlures qu'on a une croissance personnelle et plus ou moins spirituelle après pour ceux qui veulent aller là-dedans. Mais en tout cas, non, je prône moi à fond l'échange entre nous, l'honnêteté, l'humilité, la tolérance et la bienveillance. Eh ben déjà, merci beaucoup pour ce partage. Merci. Merci à toi pour nous avoir, avoir été sincère, nous avoir partagé ton parcours, aussi tes pensées, tes idées, et puis surtout ton temps. Je remercie aussi toutes nos auditrices pour leur temps, leur écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser soit à moi, soit à Laura. Vous pourrez du coup retrouver Laura sur son Instagram, que je vous mettrai juste en dessous de la description de cet épisode. Donc, n'hésitez pas à aller parler avec elle. Elle est super, elle est géniale, elle est très adorable, et puis elle communique beaucoup, donc n'hésitez pas. Et puis, je voudrais juste, pour finir, vous dire que, comme Laura disait, la vie, elle est belle, mais il ne faut pas faut pas se leurrer, en fait. Il faut voir aussi qu'il y a des défis à surmonter, mais que vous êtes toutes capables de les surmonter. Il vous suffit simplement de vous choisir, de savoir aussi qu'est-ce que vous voulez exactement dans la vie, de faire des choix. Et ça, c'est peut-être le plus terrible à faire, de faire des choix. Puisque quand on fait un choix, ça veut dire qu'il y en a un autre qui sera biaisé, qui sera oublié, qui sera laissé pour compte. Mais vous êtes, et souvent quand je dis ça, c'est perçu comme très hautain, comme très supérieur, mais vous êtes la personne la plus importante de votre vie, sinon elle n'existerait pas. Donc, prenez vraiment le temps pour vous et de vivre votre vie, de vous ouvrir, parce que, comme disait Laura, c'est très important de s'ouvrir à la vie, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au partage. Et en faisant ceci, déjà, vous allez vous ouvrir à vous-même et vous verrez que c'est tellement plus agréable que de toujours se renfermer et de penser à comment on devrait dire par rapport aux voisins, à la voisine, à la tata Jacqueline, etc. Donc, voilà. Et merci à toi, Océane. En tout cas, c'était un super échange. J'ai adoré cette expérience. En effet. Pour une première interview, c'était super. Franchement, j'ai adoré. T'es vraiment, en fait, je suis vraiment agréablement surprise. En plus je m'attendais à quelque chose de super, mais pas à ce point. En fait, c'était hyper cadré. Tu m'as vraiment aidé
fait, c'était super bien. Je sais pas comment Merci. mais Merci vraiment. beaucoup. Donc franchement, merci à toi vraiment de cet échange qui était, super bien rodé et bien hyper bien préparé et pourtant hyper naturel. Donc merci 1000 fois de ce partage. J'espère et je te souhaite beaucoup d'écoute et pour les jours précédents et d'avenir, parce que je ne sais pas quand c'est que je vais passer, mais je te souhaite beaucoup d'autres écoutes sur ton podcast parce que c'est vraiment super. Tu fais quelque chose de très, très bien qui mérite d'être écouté par beaucoup. Merci beaucoup, Laura, pour tout ça. Je le prends et je le garde pour moi. Garde-le, garde-le. Je vais être un peu égoïste pour le coup, mais Ah non, mais, il n'y a pas d'égoïsme. Il n'y a pas d'égoïsme. merci beaucoup. Eh bien, je vous dis à demain pour un prochain épisode dans Chronique en Rose. Et à Laura, je lui dis à bientôt. Et j'espère pouvoir te faire apporter, en tout cas, plein de femmes que tu pourras beaucoup partager. Eh ben, je suis à l'écoute maintenant. J'attends. À bientôt, Merci. Laura. Merci, merci.